Aujourd'hui, on est vraiment dans une grosse semaine, toujours après le sport, de plus en plus flingué, mais on renaît de ses cendres. C'est pour ça qu'on va parler du Sphinx. Après la blague toujours aussi lunaire du début, je veux signaler. Ce roman que j'ai lu cette semaine, c'était grâce à un conseil de Stéphanie Garzanti, merci beaucoup, de lire Anne-Garréta. Et j'ai commencé par écouter une émission sur France Culture, sur Dans le béton. J'en ai pas trouvé d'autres. Il y en a peut-être eu d'autres, j'imagine, mais elles ne sont pas forcément en ligne. Et j'ai été demander à la bibliothèque donc, de la ville de Paris Sphinx. Et là, c'est l'édition originale de 86 chez Grasset, plastifiée avec le joli tampon. Tout ça sort. Ils sont passés où les tampons? Ça y est, je les ai perdus. J'ai perdu les tampons, mais ça m'a plu de les voir, mais je le savais. Il est annoté. Il est annoté par d'autres gens. Où sont les tampons? Et il est là. Réserve centrale. On a donc sorti le livre de sa réserve. Je suis persuadée que je vais très mal parler de Sphinx parce que c'est une littérature qui est très clairement exigeante. Et en même temps, je me dis qu'en commençant par le début, c'est-à-dire par le premier roman ou le premier livre d'Anne-Garréta, c'est peut-être un peu plus simple. J'ai pas tellement envie de passer sur les dimensions biographiques, mais malheureusement, je les ignorais en les lisant et j'ignorais... Enfin, je les ignorais pas, je les connaissais, je veux dire. Et peut-être que j'aurais préféré les ignorer. Et en même temps, c'est aussi pour cette dimension, on va dire, biographique, alors que le livre n'est absolument pas, ou en tout cas n'est pas, ou ne se présente pas comme une autobiographie. C'est en partie pour, en tout cas, ce que je savais du projet de Sphinx que j'ai voulu le lire. Et pour le coup, ma lecture naïve a été complètement impossible. Alors, je vais partir de là, mais je pense pas que ce soit là que je vais finir. En tout cas, c'est peut-être vraiment pas ce qui m'intéresse le plus dans le roman. Sphinx, c'est un roman qui obéit à une contrainte oulipienne qui s'appelle la contrainte de Turing. Je ne sais pas si Anne-Garréta l'a inventée ou si elle préexistait quand elle a écrit. J'avoue que je ne connais pas assez les travaux de Loulipo. Loulipo, de manière générale, c'est pas une école littéraire qui m'intéresse énormément. Mais si elle vous intéresse, allez lire notamment les travaux d'Irgintar pour la dimension académique et bien sûr les œuvres elles-mêmes, c'est encore mieux. En tout cas, bon, c'est déjà un livre qu'on peut lire. Et alors c'est un livre que j'ai trouvé superbe. Hein. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le superbe. Pour cette contrainte littéraire qui est de faire un livre sans aucune marque de genre. Alors, sans aucune marque de genre, ça ne veut pas dire qu'aucun personnage n'a de marque de genre, mais les deux protagonistes n'en ont pas. Et à un moment, j'ai cru, oh là là, enfin, en plus au début, je suis naïve, voir une possible marque du genre dans un COD antéposé, mais non, c'était une citation. Ce que j'ai vu dans la seconde, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a même un jeu sur cette enquête qui est dévolue au lecteur. Mais cette bizarrerie, on va dire, de la marque de genre, finalement, elle n'est pas annoncée nulle part dans ce qu'on appelle le péritexte, enfin vraiment ce qui va accompagner de façon immédiate le texte, c'est-à-dire le titre, l'éditeur, la quatrième de couve, ou par un quelconque prologue. Mais ça, cette question de la marque de genre, bah, je le savais. En fait, c'est pour ça que j'ai été chercher le livre pour voir comment ça se passait. Elle est connue par ce qu'on appelle le paratexte. Autour du texte, si on reprend le vocabulaire de Gérard Genette, et ça, c'est dans Seuil. La quatrième de couverture, je pense que c'est Anne-Garréta elle-même qui l'a écrite. Hein. Une ancienne légende raconte que le sphinx dévorait ceux qui échouaient à résoudre son énigme. Quand Sphinx cohabitait du lion et de l'oiseau. Et que Sphinx devinait, se jeta du haut de quelque promontoire. A, astérisque, danse, je, en italique, R, la nuit. Sur fond de boîtes et de cabarets à Paris, à New York.
Leur histoire, amour, semble répéter la légende ancienne. Aux yeux de je, A devient sphinx. Mais au gré de quelle énigme? Je ne sais, mais ne peut que deviner obscurément que la résoudre serait perdre A, et ne la pas résoudre, se perdre. Là, on est sur une quatrième qui est plutôt énigmatique, mais ça tombe bien parce que finalement, le sphinx, on le voit, c'est rappelé, c'est évidemment pas le phénix, c'était ma blague. C'est la figure de l'énigme. Et cette énigme, on va la retrouver dans la dédicace To the Third, qui ouvre le roman. Et peut-être que je vais lire, en fait, comme je le fais souvent en Linkipit, pour le parler et en parler. À partir de cette énigme qui ne se dit pas, et qui va constituer, en fait, à mon avis, qu'une seule des surfaces possibles et miroitantes de son roman. Je suis page 9, et puis je vais continuer. Et donc, c'était dans la bibliothèque de Mouton du Vernet en être en réserve centrale. Me souvenir m'attriste encore, à des années de distance. Combien au juste, je ne sais plus. 10 ou 13 peut-être. Et pourquoi me faudra-t-il toujours ne vivre qu'en souvenir, en mémoire? Âme en quête d'incarnation, mais lourde déjà de trop de savoir, et sans reste. Ou corps fatigué de s'éprouver pensant et impuissant à la fois. Tant l'a traversé cette obsession d'un ennui dont rien ou presque ne le divertit plus. À l'époque, si je me souviens bien, je décrivais le monde comme un théâtre où auraient dansé, au bal macabre des pulsions, des théories de cadavres. Contemplation et vocifération ne m'empêchaient pourtant pas de traquer la décomposition de valse en valse amoureuse. Nuits alanguies à dériver au gré de scansions syncopées, pulsations brèves, la voix de l'enfer s'étoilait de sourdes lanternes, un fond d'abîme se rapprochait indéfiniment. Aux parois lisses du tourbillon dans lequel je me mouvais, je discernais les images déformées de son corps, extatique, dans le râle lent et rauque des tortures de la chair à vif. Je suis page 10. Mais je glissais et ne pouvais m'éprendre, m'interrompre et faillir à mon destin de fuite fascinée. Était-ce vraiment une imposture que d'aller nier la grâce là où je ne pouvais pas croire qu'elle ne résida pas? Était-ce une hérésie de soutenir que la lucide traversée de l'enfer est voie directe de rédemption? Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Tu ne me désirerais pas si tu ne m'avais pas un jour tenu dans tes bras. Ces bras, douceur intense, série de scènes qui encore à ma mémoire font l'effet d'une illumination charnelle. Ah, danser. J'ai passé des soirées à guetter son apparition sur la scène de l'Éden, cabaret bon ton de la rive gauche. Et qui ne se fût épris de cette charpente élancée, de cette musculature comme modelée par Michel-Ange, de ces satinés de peau d'où rien de ce que j'avais connu jusqu'alors n'approchait? J'officiais alors à l'époque 5 soirs par semaine comme disquaire à l'apocryphe, boîte de nuit à la mode en ces années-là. Alors, on y va. On comprend, le récit débute comme une analepse, ce qui est une structure plutôt habituelle. Alors je vais citer pas mal un entretien d'Anne Garretta avec Eva Minogi, je crois, que je viens tout juste de lire et que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et puis d'ailleurs je l'ai vu reciter. J'ai fait une petite recherche Google, mais vraiment rapide. Mais cet entretien m'a vraiment plu, donc je vais le mettre dans la description ainsi que l'émission de France Culture sur Dans le béton, que je n'ai pas lu, mais je pense que ça va venir. Peut-être pas vite, mais ça va venir. Donc c'est une histoire d'amour, et puis elle le dit dans cet entretien, avec cette structure de rétrospection, en tout cas, ou d'analepse, de retour en arrière, qui va revenir à un début, mais ce début c'est l'enfance de jeu, de la voix narrative, mais ça va être sur... on va être dans une situation d'énonciation, et après ce paragraphe qui court sur 2 pages et demie, on va arriver au moment ab ovo finalement,
je ne parvins pas à me remémorer exactement les premières visions que j'ai eues de A. Donc, une apparition qui n'en est pas une. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une structure archétypale d'histoire d'amour a posteriori, après cette histoire d'amour, ce qui confère au récit une certaine mélancolie, puisqu'on voit que cette histoire, elle est dans un passé qui n'est plus, et qui débute sous le signe de la tristesse. Me souvenir m'attriste encore à des années de distance. Et c'est cette tristesse qui finalement fait le lien entre les deux histoires. Plutôt entre la situation d'énonciation et le passé de cette histoire d'amour. En même temps, on le voit tout de suite avec la suite du paragraphe, cette histoire d'amour, elle n'a pas elle ne démarre pas par un début stéréotypé type apparition, hein, Madame Arnoux sur le bateau devant Frédéric Moreau, mais par plutôt un genre d'errance. Mon désœuvrement, cette sorte d'abandon au cours d'un monde dont je ne régis ni les explosions de délire ni les naufrages d'abattement, m'a toujours laissé toute liberté pour les égarements, les excursions les plus incongrues. Et donc, voilà, avec la supposition de A parmi d'autres, et d'une A qui va se distinguer. Quelque chose dans ces 2 pages et demie apparaît qui déjà dit pas mal de choses. Alors, je vais résumer très rapidement. Donc, ce jeu n'est jamais défini. On ne connaîtra jamais son nom ni son prénom. Et pas plus qu'on ne connaîtra autre chose qu'une initiale A, dont on saura après, en revanche, la profession, comme pour la voix narrative. Donc A fait de la danse. Je ne peux pas dire ni danseur ni danseuse, parce que c'est un des intérêts du roman que de ne pas marquer le genre. Et je, la voix narrative, débute l'histoire d'amour, donc n'est pas le roman, en étant très désaxé dans un cursus de théologie. La voix narrative donc est amenée par, je ne sais plus si c'est un père ou un frère, donc il va presque plus en cours, et est amenée par un... Je peux dire est amenée parce que ça va fonctionner par un père ou un frère en boîte, en fait. Un père. Un jésuite, que moi j'imagine en soutane. Et ça, c'est intéressant, sur les questions de marque de genre, que le père soit en robe. Et si ces questions-là vous intéressent, je vous renvoie à la thèse et aux travaux de Caroline Muller, sur notamment les exercices spirituels et la construction de la masculinité. C'est une masculinité à part, la masculinité cléricale des ordres. Dans une boîte de nuit, donc, qui est un lieu... Alors, j'ai pas tellement l'habitude des boîtes de nuit, mais en tout cas, la façon dont les boîtes sont représentées, ça va être un lieu à la fois de forte sexualisation ou de forte incarnation, et en même temps de désexuation, c'est-à-dire d'effacement des différenciations sexuées, pour en tout cas la plupart des personnages. Alors, les autres personnages en dehors de A et de je, de la voix narrative, eux obéissent à des normes de genre à peu près là. Globalement, la voix narrative est là avec le père, enfin, un rituel se met en place de sortie nocturne avec ce père, dîner et boîte de nuit ensuite, et rétrospectivement, la voix narrative se dit que peut-être ce père essayait, proposer quelque chose qui n'a jamais été, une perche qui n'a pas été saisie, et ce qui ne nous éclaire absolument pas sur l'identité, on va dire, sexuée de cette narration, et donc pas plus sur ses pratiques sexuelles, homo ou straight, on ne sait pas. Et c'est l'intérêt de ne pas savoir. Et on a une scène très étrange de mort du disc jockey précédent et d'évacuation du cadavre par le patron de la boîte, le père et la voix narrative. Et la voix narrative devient DJ.
et quitte la faculté de théologie, bon, où sa présence était moindre, et, euh, et, euh, et rencontre donc A. Même s'il n'y a pas un moment, une initiation à la rencontre de A. Et une histoire d'amour ne débute pas avec A. Elle va mettre du temps à s'installer. Il y a une insistance de la voix narrative pour A, alors même que les deux personnages sont finalement, j'ai envie de dire, pas du même genre. Mais là, le genre, il n'est pas sexuel. Une relation sans âme, qui finit par une forme de prise de distance, et c'est sur ces entrefaites que meurt A, en plein spectacle de danse. Et des années après, la voix narrative est contactée par un cousin de A parce que la mère de A, que la voix narrative a déjà rencontrée, est en train de mourir, et la voix narrative part revoir la mère de A à New York, à Harlem, parce que la mère de A est noire, et ça c'est quelque chose qui est assez marqué dans le roman, et l'accompagne pendant ses derniers jours et même dernières heures. Et à partir de là, on va arriver à la fin du roman jusqu'à un nouvel espace de limite. Je suis vraiment en train de raconter l'extrême fin, où après un retrait du monde, donc dans une autre capitale, parce que ce sont des personnages qui bougent pas mal, enfin plus que moi en tout cas. Le récit s'achève sur la mort, racontée à la première personne de la voix narrative. On est donc sur un récit qui obéit à plusieurs contraintes assez fortes et qui en même temps est complètement impossible. D'abord parce qu'il appartient à ce genre des récits aux narrateurs morts, ce ne sont pas les seuls. Et on n'a aucune raison de penser qu'il n'y a pas de mort, de la voix narrative. Là, je relis la fin, on verra peut-être ça. Donc on est sur une narration qui est impossible, ou en tout cas qui, quand on a lu la fin, est désincarnée au moment où elle revient au début. Et si il y a une énigme, comme cette contrainte de Turing, qui porterait comme ça sur le genre auquel appartiendraient les personnages, finalement, on a ainsi une espèce de, j'ai dit une pichenette, mais même plus fortement une pirouette sur le fait que de toute façon, ils n'ont plus de genre parce qu'ils sont morts. Donc ils risquent pas d'être marqués par la différenciation sexuelle, puisque leur corps n'existe plus et qu'ils ne les habitent plus. On revient à l'Incipit, au début. Et donc, on commence, comme je le signalais, sous le signe d'une certaine mélancolie, d'une certaine tristesse, et qui se dit explicitement, me souvenir m'attriste encore, et par donc le passage du temps, 10 ou 13, peut-être, etc. Cette remémoration attristée, ou plutôt ce constat de remémoration, amène une question: et pourquoi me faudra-t-il toujours ne vivre qu'en souvenir, en mémoire? Et là, en fait, on a une ambivalence qui, évidemment, se met en place entre... C'est-à-dire que là, cette phrase, elle convient parfaitement à la situation d'énonciation, à la tristesse d'une histoire d'amour inachevée ou endeuillée. Mais en fait, là aussi, c'est un peu plus compliqué sur ce qui est dit d'amour dans ce roman. Parce que finalement, peut-être aussi que le présent d'énonciation a une valeur plus large, peut-être pas générale et universelle, mais va parler de la rémémoration. Alors, ça peut fonctionner pour une voix fantomatique, avec une voix narratrice morte, désincarnée, désincorporée, mais ça fonctionne également pour dire quelque chose de
cette figure narrative qui est une figure assez étrange, extrêmement polyurbaine, et urbaine aussi dans ses explorations nocturnes, qui est dans des mondes interlopes, donc entre la théologie qu'elle reprendra par des recherches philosophiques et le monde de la nuit, deux mondes qui a priori s'opposent, mais c'est un père qui va permettre le passage de l'un à l'autre. Et cette remémoration, elle semble aussi être complètement intertextuelle et culturelle. Et donc on a quelque chose de l'ordre d'une mémoire littéraire permanente, mais qui joue en même temps dans le sentiment amoureux, dans la possibilité du sentiment amoureux. J'y arrive. Alors là, on peut noter tout de suite, dans ces questions d'intertextualité et de littérarité, l'Éden. Bon, pour une boîte de nuit, c'est pas très bucolique comme lieu, mais en tout cas, on a une espèce de paradis qui va se recomposer, et ce paradis se dit de façon moderne, donc par finalement un moment qui est de l'ordre d'une forme d'indifférenciation donc des personnages, indifférenciation qui passe par les éléments typiques de la boîte de nuit, l'obscurité, mais aussi la musique, notamment les basses. Et la voix narrative devient disc jockey. C'est un passage qui est vraiment génial sur la musique. Est-ce que je peux trouver un petit extrait là? Tac, tac, tac. Parce que sur ce... J'aime énormément le passage où commence l'apprentissage musical, et on a des moments d'ivresse musicale. Alors, apocryphe, bien sûr, là aussi, la faculté de théologie est là pour faire signe. Alors, je rappelle, un texte apocryphe, c'est un texte dont l'attribution n'est pas certaine, voire dont on est sûr qu'elle est fausse. Et au départ, apocryphe, ce sont les textes qui ne sont pas retenus dans le canon. Donc, être disc jockey à l'apocryphe, quand l'être que vous aimez travaille à l'Éden, c'est à la fois être au bord du paradis et ne pas y être. Et c'est logique d'y être amené par la figure du père, et d'un père qui en plus voudrait coucher avec vous. Donc il y a quelque chose d'à la fois pervers, mais je pense que c'est pervers plus connivence. Enfin, j'y sens pas quelque chose de malsain. Enfin, il n'y a pas pour moi de regard moral là-dessus. Mais ouais, j'aime bien la découverte de la musique, donc je suis page 51. Il était 2h30 du matin, il me fallait pendant au moins 3 heures encore remplir le silence par du bruit. Moitié instinctivement, moitié méthodiquement, m'armant d'un papier, je commençais d'explorer le stock de disques. J'observais leur rangement et tâchais de découvrir le principe qui présidait à leur disposition. Il me sembla que les anciens étaient rangés dans les casiers, à ma droite et à ma gauche, que les plus anciens encore se trouvaient sous les platines, à mes pieds. J'inférais leur âge de l'état plus ou moins bon de leurs pochettes. Hypothèse que je vérifiais rapidement en tirant 4 ou 5 au hasard pour relever l'année de leur copyright. Les disques qui se trouvaient derrière moi, rangés de face dans des bacs, sans doute pour permettre leur consultation rapide, m'apparurent être les plus récents. Un examen plus approfondi de cette fraction de la discothèque révéla qu'elle était constituée en majorité de ce que le commerce présente comme des versions longues des maxi 45 tours, qui n'offrent sur leurs deux faces qu'un seul et unique morceau, dans des versions différentes, vocales, instrumentales ou remixées. Leur ordre devait être d'achat. Je n'y distinguais aucun principe d'ordonnancement et en conclus à un dépôt chronologique, comme géologique, des disques au fur et à mesure de leur sortie, puisqu'à l'écoute se succédaient des rythmes lents, des rythmes rapides et des genres différents, si ce n'est contradictoire. J'écoutais attentivement, mais brièvement, une trentaine de disques en un quart d'heure, notant au passage pour moi une première esquisse de classification. Je n'avais jamais étudié la musique. Les quelques leçons de violon que m'avait données ma grand-mère m'avaient peu servi. Je répugnais à apprendre la notation musicale traditionnelle, et mes études tournèrent court, par défaut de fondement. Quant au genre de ce que j'écoutais chez moi, ou dans les concerts auxquels je me rendais,
Il différait absolument de ce que j'avais à prendre en compte alors. La continuité de la liste que je dressais a priori se fondait d'instinct sur ce que je percevais des coups que donnaient les basses dans chacun des morceaux. Ce que je pouvais observer de la piste m'incitait à penser que les danseurs articulaient leur danse sur ces résonances sourdes qui ébranlaient le sol sous leurs pieds. La bande qui se déroulait, tandis que je me formais une méthode, confirmait mes intuitions. J'essayais, 2 ou 3 fois, de repérer les moments où l'on passait d'un disque à un autre, et bientôt, l'essence de ce mouvement de transition me devint évidente. Ouais. Et donc après, hop, ça commence. Et alors, est-ce que je vais retrouver le... Ce moment préféré. J'aurais dû... il y a quelqu'un qui a pris des notes avant moi. C'est assez amusant, mais ce n'était pas moi. Donc on a cette voix permanente, assez précieuse, enfin très littéraire, donc, et qui a une certaine ironie, mais qui empêche pas l'empathie, l'adhésion au texte d'entrer dedans, comme on dit. Enfin, c'est plus du regard en coin que quelque chose qui vient miner complètement le récit. Ou alors, peut-être que je suis vraiment une bluette qui entre ainsi dans les choses. Ouais, je sais pas si je vais retrouver ce passage de musique que j'ai vraiment adoré et qui... Donc, là, on est sur cette question amoureuse, qui m'a plu, mais enfin, j'ai plus aimé la nuit nocturne, enfin la vie nocturne, au niveau purement littéraire. Un passage très étonnant où les 2 personnages partent en vacances ensemble, en dormant ensemble, sans coucher ensemble, alors que le jeu ressent déjà de l'amour pour le personnage et ne le dit pas. Il y a des conversations qui sont assez drôles aussi, de décalage. Quelque chose de très proustien, c'est vraiment comme si... c'est vraiment Swann qui est amoureux d'Odette, quoi. Et sans les marques de genre, et avec comme la nécessité de reproduire un genre de script amoureux, la scène de jalousie, l'insistance, donc qui serait plutôt masculine si on s'attache à des préjugés, mais rien ne permet de complètement définir les choses. Je vais pas retrouver ce passage de musique, ça va devenir pénible à écouter. J'aurais dû mettre en marque-tapage. Mais on a comme ça des étapes qui correspondent vraiment, vraiment à ces scripts amoureux, à ces scénarios, de façon un peu classique, alors avec en même temps quelque chose de... C'est-à-dire que rien ne semble évident et tout semble épais dans ce roman. Tout semble épais et rien n'est évident parce que on le voit avec ce passage sur la musique, la voix narrative analyse énormément. On ne sait pas toujours si c'est une analyse dans le passé ou une analyse au présent. C'est clairement les deux en même temps, plutôt. Et va dire en des termes souvent donc assez soutenus des choses qui probablement ont été plus relâchées. Parfois cet écart entre l'échange, voire l'insulte, même de la voix narrative et
et sa périphrase est soulignée, et c'est plutôt marrant ça. Cette voix soutenue, elle va correspondre à cette forme de mélancolie, mais elle va aussi amener quelque chose, donc elle va permettre cette espèce d'analyse, et en même temps, je trouve qu'elle travaille à l'épaisseur des choses, parce que rien ne semble évident, rien ne semble tellement donné, tout comme A n'est pas une apparition, et ne fait pas l'objet d'une apparition, d'une vision, mais ça va être une fréquentation plus assidue, plus fréquente, régulière, voire quotidienne, et en même temps inversée puisque nocturne, qui va permettre de la relation. Et cette relation elle-même devient une énigme, c'est-à-dire que A finalement incarne un genre d'énigme pour le personnage, mais c'est une énigme, enfin pour la voie narrative, c'est une énigme qui dans le même temps ne semble pas... Enfin peut-être que l'énigme c'est le fait qu'il y ait une énigme, parce que A semble complètement livré corporellement, puisque le personnage fait de la danse exotique, donc très dénudé, comme on a pu le voir au préalable, d'ailleurs on y reviendra, mais Michel-Ange, enfin, tout ça va participer à la construction de ce qui n'est pas un genre, de ce qui est en dehors du genre. La question, évidemment, du genre elle-même n'est jamais posée telle qu'elle, c'est là qu'est l'énigme. Et ce qui... C'est-à-dire qu'on sent que la discipline intellectuelle ou d'incarnation de la voie narrative se déporte sur le personnage de A, et cela avec une certaine déception. Alors cette déception, elle se dit, hein. Elle se dit très clairement. C'est... Hop là. Tac, ça va être par là. Enfin là, il y a des moments de grand bonheur. Hop là. Touc, 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 touc. Voilà, où est-ce que c'était ? C'est un moment de fascination. C'est pour ça que l'intertexte proustien me paraît vraiment évident. Parce que le personnage n'a pas grand-chose d'évident. Sa première vision, le personnage de A, c'est son corps dans une rangée d'autres corps. C'est un corps qui est peu décrit, mais là aussi, avec un peu de jeu, la JEU, parce que comment décrire un corps sans dire s'il est ou donner, faire comprendre qu'il va être plutôt féminin ou plutôt masculin. En fait, ça va passer par le nini. Ses hanches n'étaient ni larges ni étroites, puisque c'est là normalement, dans les scripts de normes des caractères sexuels secondaires, la largeur des hanches va en général être signalée comme un marqueur. Un marqueur, c'est pas une nécessité, hein. Et ça rappelle peut-être que la voie narrative est spécialiste ou va travailler sur l'apophatique, qui est en philosophie l'étude de la négation et de ce qui n'est pas. Et en fait, l'énigme, elle est aussi dans tout ce qui n'est pas, peut-être d'amour ou de raison valable d'être en amour, ou de ce qu'a pu être cette chose-là. Peut-être, alors, je parlais d'incarnation, je voulais lire là ce passage qui est pas celui sur la danse. Tous les êtres qui, par la suite, je suis page 159, me captivèrent, toujours, irrémédiablement, me trahirent ou me désenchantèrent. Cet éclat qu'ils avaient pour moi invisible à d'autres yeux, et qu'ils ignoraient trop vite, passé, consumé, évanoui, ne laissant qu'un tas de chair morne, animé d'accès furieux de petitesse ou d'hystérie. Et donc là, on comprend que ce qui va faire que l'amour va s'incarner, ça va être un mystère, et que c'est peut-être évidemment le plus grand mystère du roman, et un mystère qui donc n'appartient pas à tel ou tel genre, et je ne parle pas uniquement de genre ici, comme masculin ou féminin.
Donc par ces déceptions, parce qu'on va bien plus parler d'amour. Et je pense que c'est un roman assez important pour parler d'amour, par le fait qu'il ne marque pas le genre, mais peut-être surtout donc parce qu'il est déçu, parce que cette déception se télescope avec un deuil brutal, avec la fin d'un corps, mais surtout parce que cet amour va se déporter sur le personnage de la mère de A, mais pas de façon immédiate au moment de son deuil. Et ça fait qu'on va avoir un autre décès dans le roman, on en a plusieurs, hein, c'est quand même un roman qui n'est pas très marrant, et qui va être finalement assez touchant. Là, assez touchant, parce que c'est un moment de profonde incarnation, que le moment de la mort, et qui, et là c'est une agonie, donc qui est long, et qui un moment est un moment donc où l'amour s'incarne et se sublime et donc se désincarne dans le même temps. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, où vraiment on est dans une réécriture de l'Inamoramento, où tout est l'Inamoramento, on se rappelle, c'est le coup de foudre au premier regard, dans les romans, romans médiévaux ou postérieurs, ou dans la poésie du XVIe siècle, l'Inamoramento, c'est le regard erratique du jeune homme, on n'a pas de marqueur de genre dans le roman, boum, leurs yeux se rencontrèrent, alors grec, la dame, la biche, boum, et à partir de là, le jeune homme est malade d'amour. Mais finalement, cette maladie d'amour, on ne sait pas trop dire quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle s'arrête. Est-ce que c'est la profession de disc-jockey qui serait un genre de symptôme? Mais non, parce que le narrateur, la narratrice est disc-jockey avant la rencontre, mais arrête au moment de cette perte. En tout cas, il y a quelque chose, et en même temps, l'amour lui-même commençait à se mettre à distance et à se désincarner. Et finalement, elle laisse aussi plus de place à A et à sa parole, et moins à son corps. Et donc ça, c'est le moment où la scission, en fait, se refait. Après un moment d'incarnation. Et quand je dis incarnation, c'est vraiment, je pense, à prendre dans un sens philosophique, voire théologique. Il y a un très beau passage qui dit quelque chose d'une certaine gageure. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Je pense que c'est là. Je vais commencer à lire page 123, puis après je finirai l'Inkipit. Alors, donc là, en fait, les deux personnages sont à Harlem et viennent de rencontrer la mère de A. Nous nous installâmes à l'hôtel pour 3 nuits, attendant qu'un de mes anciens condisciples de la faculté nous cédât, à l'occasion d'une prochaine absence, l'appartement qu'il occupait à New York. Notre chambre, située au 25e étage d'un immeuble moderne, donnait sur la 42e rue Est. D'un commun accord, nous avions choisi de passer nos premières nuits dans le luxe. La chambre était grande, la salle de bain revêtue de marbre, et le lit immense. Malgré le voyage, et bien que nous fussions debout depuis plus de 24 heures, nous ne ressentions aucune fatigue, non plus que l'envie de dormir. Ça, c'est en fait un moment de suprême incarnation quand on se désincarne. Par la vitre des taxis, j'avais avidement observé tout ce qui défilait devant mes yeux. Les graffitis sur les palissades, les murs, le flot des voitures démesurées, la décrépitude baroque de certains quartiers, la diversité des populations qui en déambulaient sur les trottoirs. J'étais comme ivre. Les rêves auxquels l'état de veille prolongé interdisait de se manifester venaient donner à ce que je voyais la coloration de visions. Je rêvais, yeux ouverts, cette ville que je découvrais. L'atmosphère comme électrique de cet espace, pour moi nouveau, m'excitait.
tout comme A, qui retrouvait le cadre familier de son enfance et de son adolescence. Pour la première fois, nous pûmes nous sentir ensemble. Dans la ville agitée et fourmillante, nous éprouvions le sentiment ineffable et exaltant d'une intimité complice. La ville, sous nos yeux, sous nos pas, par sa simple étrangeté ou familiarité, nous réunissait. En elle, je tentais de déchiffrer les traces de la vie passée de A, qui trouvait là l'occasion d'une sorte de secrète confession, qui n'est donc pas dite. Une confession qui reste religieuse. Abandonnant la fenêtre d'où je contemplais la nuit et l'horizon de lumière, j'esquissais un pas de danse en direction du lit. A sortait de la douche, une simple serviette drapée autour de sa taille. Je la tirai sur le lit, l'emprisonnai entre mes bras et passai mes jambes autour des siennes. Nous roulâmes sur toute la largeur de la couche. Une excitation juvénile me prenait, comme l'envie de jouer, de combattre pour rire, de perdre haleine pour quelque essentielle futilité. Je ne me souvenais pas avoir eu, de longtemps, un tel désir. Cet état d'esprit, je l'avais oublié, perdu depuis l'enfance, et il me revenait soudain, dans une chambre d'hôtel, au beau milieu de New York. Ça, c'est vraiment une part de Proust. Je chutais des mots sans suite à l'oreille de A, qui n'en pouvait plus de rire. Mon corps était immense, il aurait pu étreindre l'Amérique tout entière. Le sang dans mes artères, l'air dans mes poumons, les idées dans ma tête avaient la même légèreté. Je chahutais A comme jamais je n'avais osé le faire, me permettant des privautés et des indécences qui me semblèrent plus des obscénités, qui ne me semblèrent plus, des obscénités mais d'innocente naïveté. À sa question de savoir ce que j'étais en train de faire, je répondis que je faisais joujou, et que, maintenant que j'avais fini mes devoirs, j'avais bien le droit de m'amuser avant l'heure du goûter. Lorsque nous nous retrouvâmes enfin côte à côte, fumant une inévitable cigarette, je lui dis, après un moment de silence et de réflexion, qu'il me paraissait que jamais, avant ce jour, nous n'avions su faire l'amour. Une année durant, nous n'avions fait que nous efforcer d'atteindre à une jouissance très grossière. Comparée à la volupté subtile que nous venions d'éprouver, elle ne semblait plus qu'une fort laborieuse peccadille. J'en concluais que faire l'amour sans rire relevait du même ordre d'aberration que se faire offrir un livre écrit dans une langue que l'on ne connaît pas. L'obscurité de l'image que j'employais dérouta A, mais déjà l'esprit de sérieux recommençait à me faire défaut. Je bondis hors du lit et proposai une promenade dans les rues. Et donc je finis à la page 127. Quelques commentaires sur ça. Et je reviendrai à Nicky Pitt. C'est beau. Il faut le dire. C'est beau, c'est touchant. Et on a cette gageure incroyable d'une scène de cul sans marqueur de genre. Et où, à un moment, par exemple, la grandeur du corps, peut-être plus masculine, devient complètement métaphorique et nous parle d'une sensation et non pas d'un corps réel. Ou d'un corps précis, détaillé. Mais à partir de là, ce qu'on a aussi, c'est un moment qui est un moment d'union. Peut-être vitige. En tout cas, qui va passer par quelque chose de l'ordre de l'enfance. Et qui, dans le même temps, et donc qui est un genre de climax, de sommet. En plus, à New York, tout en haut, etc. Et qui, dans ce moment d'union, en fait, marque une désunion. L'obscurité de l'image non comprise. Une ville découverte, une ville retrouvée. Pour les deux personnages qui, en fait, ne se comprennent pas et ne se répondent pas. À ce moment-là. Parce que, finalement, la seule chose que l'on sait, c'est ce que dit la voix narrative. À sa question de savoir ce que j'étais en train de faire, je répondis que je faisais joujou. Mais on n'a pas les réponses de A. Et en revanche, on a, comparé à la volupté subtile que nous venions d'éprouver, elle, donc toute l'année d'efforts de jouissance très grossière, on n'a aucun signe
qui nous dirait que A a réellement ressenti cela aussi. Et avec cet étonnement que les deux personnages sont à New York et voient la mère de A, et c'est la voix narrative qui fait l'enfant. Alors, on a plusieurs écarts, hein, on va dire, de disjointure sociale entre A et la voix narrative, une dizaine d'années d'écart. La couleur de peau, A à la peau noire, et la voix narrative est à la peau blanche. Et ça, c'est pas mal souligné, et je pense qu'il y a quand même des biais des biais racistes qui auraient pu être dégagés, clairement. Mais peut-être que tout l'intérêt aussi de montrer qu'ils sont là, parce qu'il y a une fétichisation de A par la voix narrative. Et donc cette fétichisation, elle passe pas par une dénonciation, un peu comme, de très loin, Nabokov met en scène Humber Humber, et on doit en tant que lecteur comprendre ça. Donc, voilà, c'est pas possible de dire que c'est raciste en soi, à mon avis. Je pense que cette fétichisation, elle est là pour montrer l'étrangeté qu'il y a dans le sentiment, enfin dans l'espèce de rapport amoureux, dans le sentiment amoureux de prédation, et donc de prédation non genrée, mais de prédation en fait qui est même d'accaparement de A par la voix narrative. Et en plus donc des niveaux intellectuels et probablement des catégories sociales d'origine très différentes. La voix narrative, étant du côté des études, voire des diplômes, d'une littérature assez maîtrisée, et d'une langue maîtrisée. Et à ceci s'ajoute bien sûr la barrière de la langue, qui est peu soulignée, mais les deux personnages n'ont pas la même langue maternelle en fait. Et ça c'est pas forcément un problème, mais en soi, dans la vie, je veux dire, mais toutes ces barrières peuvent aller, si on veut aller vers des analyses très contemporaines, montrer des privilèges, etc. Mais dans ce cas-là, en fait, ils sont tellement mélangés, les privilèges de genre ne peut pas être pris en compte, qu'on ne sait pas qui pourrait maîtriser qui. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qui maîtrise la langue et qui raconte, ça c'est certain. Mais je pense que là, on a aussi donc cette énigme qui est d'avoir fait de A une énigme, alors qu'il n'y avait peut-être pas tellement d'énigmes, donc ça c'est proustien, et une énigme dont il ressort finalement qu'une forme de vacuité, c'est-à-dire que finalement toute l'identité de cette voix narrative, c'est d'avoir aimé A et de raconter l'amour de A. Je vais revenir à l'Incipit, je suis très très loin d'avoir épuisé ce roman. Quand je pense que je vais devoir le rendre. Alors, donc là j'en étais, donc souvenir mémoire, je suis passée sur l'intertextualité et sur tout le reste, à manquer d'incarnation, donc si le narrateur ou la narratrice est un fantôme, mais ça nous dit aussi, on se rappelle avec David Foster Wallace, évidemment c'est postérieur que toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes, et c'est bien une histoire de fantôme qui nous est racontée ici. Mais lourde déjà de trop de savoir, ou corps fatigué de s'éprouver pensant et épuisant à la fois, et impuissant à la fois, tant à traverser cette obsession d'un ennui, dont rien ou presque ne nous divertit plus. Donc là, moi je fatigue aussi. Hein. Là, on est en plein... En plus, je me suis pris le vaccin pour le Covid, le vaccin pour la grippe dans chaque bras, là, tout à l'heure. Les courbatures, ça va, mais aussi ça fait mal au bras. Vaccinez-vous, c'est ma 4e dose. Ce qu'on a là, c'est vraiment un cliché. C'est un cliché littéraire, ce qui a très certainement pu faire dire, comme je l'ai vu dans l'interview, qu'Anne Garretta faisait des romans de normalienne. Je pense que, même si elle était quand même assez jeune quand elle a publié ce roman, j'en suis assez admirative, c'est un roman de normalienne qui sait qu'elle est normalienne et pas qui se fiche dans le sens qui n'en a cure, mais qui se moque du fait de la croyance en roman de normalienne, parce que ça commence vraiment comme un roman de normalienne. Avec du Musset, ce grand topos du théâtre du monde, donc les théories de cadavres, en plus moi je préférais les cadavres de théorie, mais avec quelque chose qui est très dandy et assez mortifère à ce niveau-là, mais qui ne tient pas. Qui ne tient pas parce qu'en plus ce qu'on va avoir derrière, c'est finalement une histoire, c'est globalement l'histoire d'une voix narrative très intello, qui se rappelle qu'il y a des corps, et qui finit par les perdre.
qui n'a plus que sa voix pour pleurer. C'est un peu ça, finalement, ce roman. Et qui, du fait de n'avoir que cette voix pour pleurer, bah, y a quand même encore quelque chose derrière cette voix narrative qui est un peu moqueuse et assez grinçante. Et tout en même temps est superbe. Parce que moi, voilà, parce que l'histoire d'amour, ça marche vraiment. Et donc, c'est comme chez Umberto Eco, on va dire toutes les étapes en même temps. Ne m'empêchez pourtant pas de traquer à des compositions de valses, en valse amoureuse, et ça va revenir. Alors, ça m'a fait penser. Ça m'a pas mal fait penser au film Les Dragueurs de Jean-Pierre Mocky, c'est son premier. Cette espèce d'errance nocturne, comme ça. Alors, bon, les dragueurs pour les coups. Drague. Alors, c'est même pas ce que les gens font. C'est vraiment noctambule. On pense à des passages des Mémoires de Beauvoir, à des passages de L'Âge d'Homme. Quelque chose comme ça sur un Paris qui est extrêmement clichéique, qui est stéréotypé, et qui va passer là par ce style coupé, les points-virgules, qui en même temps mime déjà les basses des années de la publication, et on a l'impression... en fait, on a l'impression que ça se passe dans les années 50, là, ce qui est raconté. Et ça va être rattrapé par des formes de modernité. Ça ne veut pas dire que ça disqualifie. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'évolution... Enfin, si évolution, ça marche. Trop biologique, évolution. Mais ce jeu narratif, il est sensitif, sensible, mais il est surtout sensitif. Il va devenir aimant. Et il va finir sur un amour véritable, dont il ne se remet pas. C'est ça, l'évolution qu'il y a dedans. Et cette évolution, finalement, elle se fait sur quelque chose qui ne se dit pas. Et dont on ne peut même pas savoir, parce que, bon, c'est fiction. Mais si quelque chose aura été transmis de cet amour ou pas. Et je pense que, par exemple, sur cette possibilité de fétichisation raciale des Noirs de Harlem qu'il y a dans le roman, qu'elle est justement moquée par le fait que ce sont deux hommes noirs qui tuent la voix narrative à la fin. Parce que, finalement, ces amours qui sont ces amours de possession, ou qui courent le risque d'être des amours de possession, qui figent, tout comme la beauté fige, peuvent se transformer en des amours de prédation. La prédation, c'est compliqué, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce sont des amours qui vont donc figer, et par là, devenir mortifères. Mais, et c'est presque du Volodine à ce niveau-là, c'est pas parce que c'est mortifère que ça parle pas. Je crois que ce que ça raconte, c'est comment, alors que parler tue, ça parle quand même. Et ça raconte. Je vais en rester là, en fait. Je vous dis à bientôt.